Spartacus, un nom qui résonne comme un défi lancé à l'injustice, une légende née de la brutalité de l'esclavage et forgée dans l'espoir d'un peuple écrasé. Dans cette vidéo, nous allons suivre son parcours depuis ses origines mystérieuses en Thrace jusqu'à son ascension fulgurante, comme chef d'une révolte qui fit trembler la République romaine. Vous découvrirez comment un gladiateur anonyme devint le symbole universel de la liberté, comment son armée d'esclaves ébranla les plus grandes légions du monde antique, et comment son héritage traversa plus de 2 millénaires pour devenir un mythe politique, culturel et moral. Si vous aimez ce type d'histoire profonde et épique, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et maintenant, commençons l'histoire. On connaît mal les premières années de Spartacus, et c'est précisément ce mystère qui nourrit la fascination autour de lui. Il naît quelque part en Thrace, cette vaste région qui s'étendait entre les Balkans, la mer Égée et la mer Noire, un territoire rude où les montagnes, les forêts épaisses et les plaines rocailleuses façonnaient des peuples habitués aux épreuves. Les Thraces étaient réputés pour leur courage farouche, leur sens profond de l'honneur et leur talent pour la guerre. Et c'est dans cet environnement que grandit celui qui deviendrait un jour l'ennemi le plus imprévisible de Rome. Dans les villages thraces, on apprenait très tôt à manier l'arc, la lance et l'épée courte, mais aussi à se déplacer dans les reliefs escarpés, à survivre dans la nature et à rester loyal au clan. Spartacus est sans doute le produit direct de cette culture, solide, rusé, formé dans un monde où chaque génération était marquée par des conflits locaux, des alliances instables et des luttes contre des envahisseurs toujours plus puissants. Les relations entre les Thraces et Rome étaient faites de méfiance, d'accords temporaires et d'affrontements. Depuis plusieurs décennies, la République romaine menait des campagnes pour soumettre les régions du nord de la Grèce et étendre son influence vers l'est. Pour s'assurer la fidélité des tribus, Rome avait l'habitude d'enrôler certains de leurs hommes comme auxiliaires dans ses légions. Il était courant que des Thraces, excellents cavaliers et archers, servent sous l'aigle romain en échange d'une solde et d'une relative protection pour leur clan. Spartacus aurait peut-être fait partie de ces hommes-là. Certains récits laissent entendre qu'il aurait servi un temps dans l'armée romaine avant de tomber en disgrâce, peut-être accusé de désertion, de rébellion, ou d'avoir rompu un serment imposé par un commandant romain. D'autres traditions affirment qu'il aurait combattu contre Rome avant d'être capturé sur le champ de bataille. Dans tous les cas, son destin bascula lorsqu'il fut enchaîné et conduit comme un simple prisonnier, privé de son rang, de sa liberté et de son identité. Être fait esclave. Par Rome signifiait perdre toute appartenance à un peuple, à une famille. Ceux qui tombaient dans ce système brutal se retrouvaient vendus sur les marchés ou attribués à des propriétaires capables d'exploiter leurs compétences. Spartacus, robuste, entraîné, doté d'une présence physique indéniable, attira l'attention d'un marchand qui comprit rapidement ce qu'un tel homme pouvait rapporter dans l'arène. Les gladiateurs représentaient un investissement rentable. Ils offraient du spectacle, attiraient les foules et pouvaient, s'ils survivaient, devenir de véritables stars de leur temps. Mais avant d'atteindre cette renommée, ils passaient par un chemin semé de souffrances, de discipline et de mort. Spartacus fut ainsi vendu à un laniste, propriétaire d'une école de gladiateurs, et envoyé à Capoue, l'un des centres les plus importants de l'entraînement des combattants. Le voyage jusqu'à Capoue dut être une humiliation profonde. Enchaîné à d'autres captifs, surveillé par des gardes qui voyaient en lui une simple marchandise, il avançait vers une vie où chaque jour serait un test de survie. Pourtant, c'est précisément dans cet abîme qu'il forgea ce qui allait devenir sa rage calme, ce mélange de lucidité et de détermination qui ferait de lui un leader. Le Ludus de Capoue était renommé pour la dureté de ses méthodes. Les recrues y apprenaient à se battre non pas à la manière des armées, mais selon des règles pensées pour provoquer le spectacle, différents types d'armures, des combats scénarisés, l'obligation de survivre tout en amusant le public. Les propriétaires de ces écoles considéraient les gladiateurs comme des biens précieux. Ils les nourrissaient correctement, les entraînaient sans relâche, mais exigeaient d'eux une obéissance totale. La moindre rébellion était punie de manière exemplaire. Arriver dans un tel lieu fut sans doute un choc. Spartacus découvrit un monde où se mêlaient des captifs de toute origine, Gaulois, Germains, Grecs, Syriens, Africains. Tous avaient perdu quelque chose, une terre, une famille, un statut, mais tous partageaient un ennemi commun, le système qui les exploitait.
Dans ce mélange de désespoir et de fureur, Spartacus trouva peu à peu sa place. Il observait, écoutait, apprenait. Il s'adaptait aux armes romaines, aux techniques de combat imposées, aux exigences des instructeurs. Et surtout, il se liait à certains compagnons. Parmi eux, Crixus, un Gaulois fort et impétueux, qui deviendrait plus tard l'un de ses plus proches alliés dans la révolte. Les jours passaient, rythmés par les exercices, les affrontements d'entraînement et la surveillance permanente. Mais sous cette surface de routine violente, une tension sourde montait. Beaucoup de gladiateurs rêvaient d'évasion, mais rares étaient ceux qui osaient tenter leur chance. Le Ludus était protégé par des murs solides, des gardes armés et un réseau d'informateurs prêts à dénoncer toute tentative de complot. Pourtant, quelque chose se préparait. Les humiliations accumulées, les punitions arbitraires, l'absence totale d'avenir éveillaient dans ces hommes un désir irrépressible de liberté. Et Spartacus, par son calme, son intelligence et sa force, devint peu à peu celui autour duquel se rassemblaient les espoirs. Il n'était pas encore le chef d'une armée, ni le symbole de la rébellion. Il était simplement un homme qui refusait d'être brisé. Un esclave, parmi d'autres, mais un esclave qui, silencieusement, commençait à rêver d'un renversement impossible. Le monde romain pensait avoir réduit ce Thrace à n'être qu'un corps destiné au spectacle. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'en l'enfermant à Capoue, il venait involontairement de placer l'étincelle au cœur même de la poudrière qui allait bientôt exploser. La vie dans l'école de gladiateurs de Capoue suivait un rythme implacable, conçu pour briser les faibles et affiner les survivants. Les journées commençaient avant l'aube, lorsque le vacarme des chaînes et les ordres secs des instructeurs résonnaient dans les couloirs de pierre. Les gladiateurs étaient conduits dans la cour d'entraînement, un espace poussiéreux où s'élevaient des mannequins en bois, des poteaux pour les combats simulés et des zones réservées aux exercices de force. Là, sous le regard vigilant des gardiens, chacun devait répéter les mêmes gestes jusqu'à l'épuisement. Attaque, parade, esquive, manipulation d'armes pensées pour l'arène. On ne leur apprenait pas seulement à tuer, on leur apprenait à le faire avec une précision qui captivait les foules. Le spectacle avant tout, tel était le mot d'ordre. Une blessure évitable, un mouvement maladroit, un manque de discipline pouvait valoir une punition sévère, parfois mortelle. Spartacus, malgré son statut d'esclave, attirait les regards dès les premières semaines, non pas parce qu'il cherchait à impressionner, mais parce qu'il possédait une façon singulière d'observer et d'apprendre. Il analysait les méthodes des instructeurs, notait les failles, étudiait les réactions de ses compagnons. Il montrait au combat une souplesse inattendue pour un homme de sa corpulence, combinée à une vision stratégique peu commune dans un espace aussi contrôlé. Il ne se mettait pourtant jamais en avant, laissant Crixus ou d'autres plus impulsifs s'affirmer. Cette réserve intriguait autant qu'elle inspirait. On voyait en lui quelqu'un capable non seulement de se battre, mais de réfléchir, un homme dangereux pour ceux qui voulaient maintenir l'ordre, mais précieux pour ceux qui rêvaient d'autre chose. Les relations entre les gladiateurs étaient complexes, marquées par la nécessité de survivre et la conscience que certains se retrouveraient peut-être un jour face à face dans l'arène. Pourtant, dans cette tension permanente, des fraternités naissaient. On partageait des récits de captivité, des souvenirs de terre natale, des douleurs anciennes. Les hommes se soutenaient comme ils le pouvaient, un morceau de pain partagé, une instruction donnée en cachette, une couverture offerte pendant les nuits glaciales. Cette solidarité constituait une arme aussi essentielle que les lames qu'on leur apprenait à manier. C'était ce qui empêchait beaucoup d'entre eux de sombrer dans la résignation totale. Mais le Ludus restait un lieu où la violence pouvait éclater à tout moment. Les gardiens profitaient du moindre prétexte pour humilier les hommes. Une erreur de posture, un haussement de ton, un regard mal interprété. Les châtiments étaient publics, afin de rappeler à tous que la liberté n'était plus qu'un mot vidé de sens. Les gladiateurs savaient que dans ce monde fermé, chaque blessure morale s'ajoutait à la haine accumulée, chaque injustice devenait une pierre de plus posée sur le chemin de la révolte. Les instructeurs eux-mêmes, souvent d'anciens gladiateurs, ayant survécu assez longtemps pour devenir surveillants, ne pouvaient ignorer ce climat explosif. Certains se contentaient de suivre les ordres, d'autres se montraient féroces pour éviter d'être pris pour faibles. Quelques-uns laissaient transparaître une forme de compassion discrète destinée à ceux qu'ils jugeaient méritants. Au fil des semaines, les tensions montaient, des murmures circulaient dans les dortoirs, des regards complices s'échangeaient, des signes infimes indiquaient que beaucoup ne supportaient plus les humiliations.
La rumeur d'une possible évasion revenait régulièrement, toujours étouffée par la peur des représailles. Pourtant, un soir, alors que les torches projetaient des ombres vacillantes sur les murs, un petit groupe se réunit secrètement. Crixus, Spartacus et quelques autres confièrent leurs impressions. Les gardiens devenaient plus imprudents, les stocks de nourriture étaient parfois mal surveillés, et les armes d'entraînement pouvaient être transformées en armes réelles avec un peu d'ingéniosité. Rien de concret encore, mais une idée prenait forme, fragile, dangereuse, pleine de risques. Spartacus ne fut pas le premier à parler, mais lorsqu'il le fit, tous écoutèrent. Sa voix calme, sa manière de peser chaque mot et de rappeler les risques sans briser l'espoir, donna à ce moment la gravité d'un serment. Il ne s'agissait plus de rêver de fuite, mais de commencer à la préparer. Les jours suivants, la préparation se fit silencieuse, masquée derrière la routine du ludus. Les gladiateurs les plus confiants observaient les rondes des gardes, retenaient leurs horaires, examinaient les faiblesses des verrous. Certains s'assuraient de renforcer la cohésion entre les hommes, d'autres détournèrent l'attention à des moments clés. Spartacus n'imposait rien. Il proposait, suggérait, encourageait. Cette attitude renforça son influence. Il était celui qui, en quelques mots, ralliait les hésitants, rassurait les plus nerveux, rappelait que l'occasion de fuir ne se représenterait peut-être jamais. Son charisme ne venait pas d'un désir de commandement, mais d'une capacité naturelle à inspirer confiance. Il ne promettait ni gloire, ni victoire. Il promettait seulement une chance de reprendre sa vie. La tension devint palpable. Les gardiens sentaient quelque chose, mais ne savèrent pas quoi. Ils augmentèrent la surveillance, imposèrent des punitions plus sévères pour des fautes minimes, espérant étouffer la moindre étincelle. Mais plus ils resserrèrent l'étau, plus le désir de s'en libérer grandissait. Dans les yeux des gladiateurs, la peur se mêlait désormais à un éclat nouveau, celui de l'espoir. L'impatience, la colère, les rêves étouffés depuis trop longtemps nourrissaient une détermination collective qui ne demandait qu'à exploser. Spartacus continuait d'agir prudemment, veillant à ne pas attirer l'attention tout en renforçant la cohésion du groupe. Il savait que la moindre erreur pourrait entraîner un massacre, mais il savait aussi qu'un jour, peut-être très proche, une brèche se présenterait. Et lorsque ce moment viendrait, chaque homme devrait être prêt, chaque regard aligné, chaque geste mesuré. La vie au ludus, avec sa brutalité constante, était devenue le terreau de la révolte. Et dans ce monde étouffant, Spartacus avançait déjà, pas à pas, vers le rôle qui allait bientôt faire de son nom un cri de défi contre Rome tout entière. L'occasion, tant attendue, surgit un soir où tout semblait suivre la routine habituelle. Les gladiateurs revenaient d'un long entraînement, épuisés mais vigilants. Les gardiens, confiants dans la discipline qu'ils imposaient, relâchèrent leur attention plus que de raison. Ce fut un détail minuscule, presque imperceptible, un changement dans la répartition des rondes, un garde distrait, une porte de stockage mal refermée. Pour la plupart, cela n'aurait signifié qu'un relâchement banal, mais pour Spartacus et ses compagnons, c'était la faille tant espérée. L'étincelle se transforma en brasier lorsque l'un des esclaves rapporta qu'un petit lot de couteaux de cuisine avait été laissé sans surveillance dans une annexe. Des armes rudimentaires, certes, mais suffisantes pour lancer une révolte que nul ne pourrait plus arrêter. La décision fut prise immédiatement, sans possibilité de retour. Le groupe se réunit dans l'ombre des dortoirs, les regards échangés suffisants pour communiquer l'essentiel. Ils savaient qu'ils n'avaient qu'une chance, qu'un seul geste de trop pourrait condamner des dizaines d'hommes. Pourtant, l'énergie qui les traversait dépassait la peur. C'était une fureur contenue depuis trop longtemps, prête à s'abattre sur ceux qui les avaient privés de tout. Spartacus ne donna pas un ordre, il formula une évidence. Le moment était venu, et chacun comprit ce qu'il avait à faire. Lorsque les premières torches s'éteignirent dans les couloirs, les gladiateurs se dispersèrent silencieusement, se glissant vers l'annexe où les armes improvisées les attendaient. La révolte éclata avec une violence fulgurante. Les gardiens, surpris en pleine nuit, n'eurent pas le temps de comprendre ce qui se passait. Les gladiateurs se ruèrent sur eux avec une détermination presque inhumaine, animés non par la haine brute, mais par le besoin de survivre. Les premiers coups étaient maladroits, frénétiques, mais l'expérience du combat reprit vite le dessus. La formation militaire de Spartacus et l'impétuosité sauvage de Crixus se complétèrent instantanément, créant un chaos organisé qui prit les gardiens au dépourvu. Des cris de panique résonnèrent sous les arches du ludus, des corps tombèrent,
et l'école de gladiateurs, autrefois symbole de discipline rigide, se transforma en champ de bataille improvisé. Certains esclaves, terrifiés, hésitèrent à se joindre au mouvement, mais la débâcle des gardes les convainquit rapidement que c'était leur seule chance. Au fil de la lutte, les rebelles mirent la main sur des armes plus solides, saisissant épées, boucliers et pièces d'armure dans l'armurerie. La supériorité numérique et l'effet de surprise leur donnèrent un avantage inattendu. En quelques heures, le Ludus entier bascula sous leur contrôle. Un bâtiment conçu pour emprisonner des centaines d'hommes devint soudain le théâtre de leur libération. Les survivants parmi les gardiens tentèrent une contre-attaque confuse, mais ils furent submergés par la détermination indomptable des esclaves. Dans cette atmosphère de chaos, Spartacus se déplaçait sans relâche, évitant la dispersion, appelant à l'organisation, guidant ceux qui paniquaient. Il comprenait que la victoire dans le Ludus n'était que la première étape. Leur véritable défi commençait maintenant, échapper à la vengeance de Rome. Les rebelles quittèrent Capoue en hâte, chargés d'armes et de vivres volés, se dirigeant vers les régions environnantes pour se cacher. La campagne campanienne, pourtant belle et fertile, n'offrait pas un refuge sûr. L'armée romaine ne tarderait pas à être alertée, et les esclaves fugitifs savaient qu'ils seraient pourchassés avec une sévérité exemplaire. Spartacus, conscient de l'impossibilité de se fondre dans la population locale, proposa une idée audacieuse. Atteindre le mont Vésuve, massif volcanique tout proche, dont les pentes abruptes pourraient offrir un abri naturel. La suggestion sembla folle à certains, mais elle fut acceptée faute d'alternative meilleure. Le groupe se mit donc en marche vers les hauteurs, espérant échapper à l'ordre romain. Arrivés sur les pentes du Vésuve, les rebelles trouvèrent un terrain accidenté, difficile à escalader mais parfait pour se cacher. Les forêts denses, les ravins abrupts et les coulées de lave solidifiées formaient un labyrinthe idéal pour semer les poursuivants. Les Romains, persuadés que des esclaves fugitifs ne pourraient tenir longtemps dans un environnement aussi hostile, sous-estimèrent totalement la détermination de Spartacus et de ses compagnons. Celui-ci transforma le chaos du terrain en avantage, organisant des postes de guet, établissant des zones de repos et créant de petits groupes chargés de surveiller les environs. Ce refuge improvisé devint en quelques jours une véritable base d'opération, presque invisible pour qui ne connaissait pas le relief. Ce fut là, sur les pentes volcaniques, que la légende commença à se forger. La première expédition romaine envoyée pour les capturer, commandée par un préteur sûr de lui, tenta de bloquer les insurgés en encerclant le sommet. Les soldats s'installèrent en contrebas, convaincus qu'il suffisait de les affamer jusqu'à leur reddition. Mais Spartacus, utilisant une ingéniosité née de la nécessité, trouva une solution inattendue. Les rebelles tressèrent des cordes à partir de branches de vigne et d'écorces, fabriquant des échelles improvisées. Puis, dans un silence absolu, ils descendirent par un ravin escarpé que les Romains pensaient infranchissable. En contournant les positions ennemies, ils surprirent le camp romain au petit matin, surgissant de l'ombre comme une force surgie des profondeurs du volcan. La panique romaine fut totale. Incapables de comprendre comment les esclaves avaient pu apparaître derrière eux, les soldats furent vaincus avec une facilité déconcertante. Cette victoire transforma profondément le moral des insurgés. Ils n'étaient plus seulement des fugitifs. Ils devenaient une force redoutée, capable non seulement de survivre, mais de vaincre des soldats professionnels. Le noyau de la future armée se forma à ce moment précis. Certains esclaves affluèrent depuis les campagnes environnantes, attirés par la rumeur d'une bande d'hommes ayant défié Rome. D'anciens bergers, des travailleurs agricoles, des prisonniers échappés rejoignirent le groupe, apportant avec eux des compétences variées. La diversité de ces nouveaux arrivants posait des défis d'organisation, mais Spartacus sut transformer cette multitude en une unité cohérente. L'objectif n'était plus seulement de fuir, il s'agissait désormais de résister. Au Vésuve, entre les roches noires et les forêts épaisses, une cause commençait à naître. Les hommes n'étaient plus un simple assemblage d'individus cherchant chacun à sauver sa vie. Ils devenaient un groupe animé par une volonté commune, et l'homme qui se tenait à leur tête, presque malgré lui, n'était plus seulement un gladiateur en fuite. Il était en train de devenir le chef d'une révolte qui allait marquer l'histoire. Après la victoire éclatante contre les troupes envoyées au Vésuve, quelque chose changea profondément dans l'esprit des fugitifs. Ils n'étaient plus une bande désorganisée échappée d'un ludus. Ils avaient vaincu une force militaire romaine et, par ce succès inattendu,
ouvert une brèche dans l'ordre du monde. Cette brèche attira aussitôt une foule d'hommes et de femmes qui jusqu'alors avaient vécu dans l'ombre de Rome. Les campagnes d'Italie bruissèrent de rumeurs. Des esclaves auraient chassé des soldats, un chef thrace mènerait une troupe invincible, le pouvoir romain ne serait peut-être pas aussi indestructible qu'on le croyait. Ces histoires, amplifiées par la peur ou la fascination, se répandirent à grande vitesse, faisant converger vers le Vésuve une masse de fuyards qui n'attendaient qu'un signe pour oser défier ces chaînes. L'afflux fut massif. Des esclaves agricoles échappés des grandes villas campaniennes, des bergers habitués à traverser les collines, des mineurs affranchis par les hasards de la fuite, mais aussi des hommes libres ruinés cherchant une seconde chance, tous se dirigeaient vers le refuge des insurgés. Leur arrivée posait un défi, mais offrait aussi une opportunité unique. Spartacus comprit que pour survivre à long terme, il devait transformer ce rassemblement hétéroclite en force organisée. Il n'était plus possible de se contenter d'improviser. Face à une république qui, tôt ou tard, déchaînerait ses légions les plus expérimentées, il fallait bâtir une structure cohérente. C'est ainsi que, peu à peu, la révolte se mua en armée. L'organisation s'élabora sans modèle véritablement adapté, car jamais une troupe d'esclaves n'avait pris une telle ampleur. Les gladiateurs, habitués à la discipline et à l'entraînement, prirent naturellement des rôles d'instructeurs. Ils apprirent aux nouveaux arrivants à manier des armes rudimentaires, à former des lignes, à se coordonner dans des charges soudaines. Les bergers apportèrent leur connaissance du terrain, les esclaves agricoles, leur endurance, certains artisans leur habileté à réparer ou fabriquer des outils de guerre, les individus plus instruits, leur capacité à lire les cartes ou gérer la logistique. De ce mélange improbable naquit une structure presque organique, où chacun trouvait une place en fonction de ses aptitudes. Spartacus se distingua par sa capacité à organiser, mais surtout à écouter. Contrairement aux chefs militaires romains, qui imposaient une hiérarchie rigide, il adopta une approche où les décisions importantes étaient discutées avec les chefs d'unité qu'il avait formés. Crixus, par exemple, menait un contingent particulièrement fougueux, composé majoritairement de Gaulois et de Germains. D'autres sous-chefs, issus des Balkans, d'Afrique ou d'Italie, dirigeaient des groupes aux compétences variées. Cette diversité, loin d'être un handicap, devint une force. Chaque culture apportait ses techniques de combat, ses pratiques de guérilla, ses traditions guerrières. L'armée de Spartacus ne ressemblait à rien de connu. Elle était imprévisible, adaptable, et cela déstabilisait profondément les forces romaines. Les premières victoires consolidèrent cette dynamique. Après le succès du Vésuve, plusieurs expéditions romaines furent dépêchées pour étouffer la rébellion, avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Mais chacune d'elles sous-estima la détermination et l'ingéniosité des insurgés. Spartacus exploitait avec une précision remarquable les défauts tactiques de ses adversaires, leur excès de confiance, leur rigidité stratégique, leur méconnaissance du terrain. Il préférait les embuscades aux affrontements rangés, les attaques éclairs aux batailles prolongées. Sa troupe, mobile et pleine d'ardeur, frappait avec rapidité puis disparaissait avant que les Romains n'aient le temps de se réorganiser. Ces succès donnaient l'impression qu'une force irrésistible grandissait sous leurs yeux. Cette période transforma profondément les insurgés. Ils cessèrent de se percevoir comme des fugitifs pour se considérer comme des combattants d'une cause qui dépassait leurs existences individuelles. Cette cause n'était pas uniformément articulée. Certains rêvaient de quitter l'Italie pour rejoindre leur terre natale, d'autres voulaient punir les Romains, d'autres encore aspiraient simplement à une vie sans chaîne. Mais l'idée d'une lutte commune pour la liberté devint le ciment de l'ensemble. Spartacus, bien qu'il ne se proclamât jamais messie ou prophète, devint malgré lui un symbole, celui de l'homme qui refusait l'ordre imposé et montrait à tous que la servitude n'était pas une fatalité. Son charisme ne reposait pas sur de grands discours, mais sur une cohérence entre ses actes et ses paroles, sur sa volonté de partager les risques avec les humbles comme avec les plus aguerris. À mesure que l'armée grossissait, les questions logistiques devinrent essentielles. Il fallait nourrir des milliers de personnes, gérer les blessés, répartir les ressources, maintenir l'ordre pour éviter que des conflits internes n'éclatent. Les insurgés s'organisèrent en groupes autonomes, capables de se procurer nourriture et matériel dans les campagnes environnantes. Certains villages, frustrés par les impôts écrasants imposés par Rome, préférèrent volontairement soutenir les rebelles plutôt que de les livrer. Cette solidarité inattendue permit à l'armée de tenir plus longtemps qu'on ne l'aurait cru possible.
D'autres communautés, au contraire, se montrèrent hostiles, craignant les représailles romaines. Cela obligea Spartacus à maintenir une discipline stricte pour éviter les pillages incontrôlés qui auraient pu isoler la révolte. Bien qu'unis dans l'action, les insurgés demeuraient traversés par des tensions. Certains chefs voulaient marcher directement sur Rome, grisés par les victoires. D'autres souhaitaient quitter l'Italie au plus vite pour rejoindre la Thrace, la Gaule ou d'autres régions lointaines. Spartacus devait continuellement équilibrer ses ambitions contradictoires, persuadé que la survie dépendait d'une stratégie réfléchie. Il comprenait que la République finissait toujours par mobiliser ses forces les plus redoutables pour écraser toute menace intérieure. Les succès initiaux n'étaient que le prélude à une confrontation bien plus dangereuse. Au fur et à mesure que l'armée de Spartacus s'étendait, elle devenait un phénomène social autant que militaire. Les esclaves affluant vers la révolte n'y voyèrent pas seulement une opportunité d'échapper à la mort ou à la servitude, ils y percevaient une renaissance. Des hommes, autrefois brisés par des années de domination, se redécouvraient une dignité. Des femmes et des enfants accompagnant les fugitifs trouvaient dans cette communauté improvisée une protection inattendue. La révolte cessait d'être un simple soulèvement. Elle devenait un mouvement humain colossal porté par un élan irrésistible. Dans les regards de ceux qui suivaient Spartacus, quelque chose brillait désormais. Une conviction nouvelle, une certitude presque palpable que l'impossible pouvait être tenté. Rome, habituée à écraser les rébellions, commençait à percevoir que cette fois, elle faisait face à une force d'une nature différente. Une force née du désespoir, mais transformée en espoir collectif par la détermination d'un homme qui, sans jamais l'annoncer, avait façonné autour de lui une armée prête à défier le plus puissant empire de son temps. Au fil des mois, l'élan de la révolte dépasse tout ce que Rome aurait pu imaginer. Les premières victoires, que l'aristocratie considérait encore comme des accidents humiliants, se transforment bientôt en une succession de triomphes retentissants. Spartacus, autrefois simple gladiateur, apparaît désormais comme un chef de guerre capable de rivaliser avec les stratèges les plus aguerris de la République. Ce qui avait commencé comme une fuite désespérée devient une véritable campagne militaire, méthodique et déterminée. Les insurgés, gravissant les échelons de la puissance à une vitesse étonnante, commencent à maîtriser l'art de la guerre dans toute son ampleur. Reconnaissance, logistique, embuscade, exploitation du terrain, manœuvres rapides. Rien n'est laissé au hasard. Lorsque les premiers préteurs romains sont envoyés pour écraser ce qu'ils imaginent être une simple agitation de marginaux armés, ils sous-estiment profondément l'adversaire. Leur assurance, forgée par des siècles de domination sur les peuples soumis, se heurte brutalement à la réalité d'une force qui connaît ses propres faiblesses, mais qui sait les compenser par une mobilité exceptionnelle, un courage farouche et une volonté de vivre à tout prix. Spartacus ne possède pas la supériorité numérique, ni les catapultes, ni les grandes formations disciplinées des légions, mais il sait transformer chaque obstacle en opportunité. Il divise, feinte, se retire, réapparaît ailleurs, frappe fort puis disparaît comme une ombre. Les préteurs, trop confiants, s'empêtrent dans des erreurs, grossières, incapables de comprendre la logique mouvante de cette armée inclassable. Les premières grandes batailles livrent des scènes que personne n'aurait osé d'oppreuver. Les troupes romaines, prises dans des gorges abruptes, se retrouvent encerclées par des hommes qu'ils pensaient ces simples fugitifs. Les embuscades menées par les insurgés s'abattent avec une précision qui impressionne à Thémesme os veterano. À chaque victoire, les insurgés s'emparent d'armes, de boucliers, de provisions et hâtés de techniques romaines qu'ils incorporent rapidement à leur propre manière de combattre. L'armée de Spartacus se transforme ainsi en un organisme en perpétuelle évolution, et chaque succès attire de nouveaux esclaves, de nouveaux paysans ruinés, des bergers, des mineurs, des gens sans nom qui voient enfin une chance de se libérer de la misère imposée par les élites romaines. Dans ce mouvement, Spartacus impose une discipline surprenante pour une force composée d'hommes qui, pour la plupart, n'avaient jamais tenu une formation militaire avant leur fuite. Il punit les pillages inutiles, refuse les massacres gratuits et exige que les femmes et les enfants qui suivent l'armée soient protégés. Ce sens de la justice donne à ses troupes un sentiment rare, celui de ne pas être une masse désordonnée, mais une communauté guidée par des principes. Même ceux qui ne partagent pas sa vision politique respectam sua liderança, porque elle combina firmeza con capacidade de ouvir.
autorité com humanidade, algo raríssimo nos commandants da época. Les prêteurs, humiliés par des défaites successives, tentent de regrouper leurs forces. Mais chaque nouvelle confrontation renforce la légende de Spartacus. Une bataille particulièrement marquante voit les légions s'effondrer complètement. Leurs lignes, prises de panique, se désagrègent, sous une charge menée comme Huma Energia, case sobre naturale. Les rebelles récupèrent tellement de matériel que leur aspect change. Ils ne ressemblent plus à des esclaves en fuite, mais à une armée qui pourrait, à première vue, être confondue avec une troupe régulière. Arcs, casques, cuirasses, glaives parfaitement entretenus. Rome, observant de loin ces transformations, commence à sentir une inquiétude nouvelle parcourir ses rangs. Le Sénat, en effet, ne peut ignorer éternellement ces revers répétés. Chaque défaite ne représente pas seulement une atteinte au prestige de la République, mais également une menace économique colossale. Les esclaves constituent une base essentielle du système romain, et voir des dizaines de milliers d'entre eux se soulever crée une fissure dangereuse dans les fondations mêmes de leur société. La révolte de Spartacus n'est pas perçue uniquement comme un mouvement militaire, mais comme une contagion morale, une idée qui pourrait se propager dans toutes les grandes exploitations agricoles, dans les mines, dans les villes, où les esclaves domestiques sont nombreux. Les discussions au Sénat deviennent de plus en plus tendues. Certains minimisent encore le danger, refusant d'admettre que la puissance romaine puisse être menacée par un groupe d'hommes sans naissance ni citoyenneté. D'autres, plus lucides, voient dans Spartacus un chef doté d'un talent véritable, capable de fédérer une masse hétérogène autour d'un objectif commun. Les débats se prolongent, les accusations fusent, les rivalités politiques empêchent une réponse unifiée. Pendant ce temps, Spartacus continue d'avancer, choisissant soigneusement ses terrains, modulant ses stratégies selon les forces et les faiblesses de ses ennemis. Il pense en homme habitué à lire les mouvements de la vie comme un guerrier thrace, mais aussi en stratège capable de comprendre les mécanismes de la machine romaine. La République, blessée dans son orgueil, tente d'envoyer des forces plus importantes, mais les résultats ne changent pas. Chaque défaite fragilise un peu plus la confiance du peuple dans ses dirigeants. Des murmures commencent à se répandre. Comment une simple armée d'esclaves peut-elle provoquer pareille humiliation? Pourquoi les consuls n'interviennent-ils pas? Pourquoi laisse-t-on cette révolte grandir? L'incapacité des commandants envoyés en premier démontre clairement que la rébellion ne peut plus être traitée comme un incident isolado, mais comme une crise de amplitude nationale. Au centre de cette agitation, Spartacus observe Rome avec une attention particulière. Il sait que sa position est paradoxale. Il mène une lutte née du désespoir, mais il se retrouve face à une puissance dont il comprend la ténacité et la complexité. Son objectif n'est pas de conquérir la République, mais de sauver les siens et de leur offrir une chance réelle de s'affranchir du joug romain. Pourtant, ses victoires successives l'entraînent dans un éclat qui dépasse largement son intention initiale. Son nom commence à circuler comme celui d'un chef que rien ne semble pouvoir stopper, un homme que les légions évitent de croiser. L'apogée du mouvement est là, une conjonction rare entre talent militaire, dynamique collective et faiblesse momentanée de l'adversaire. Rien ne semble encore annoncer l'ombre qui se prépare, mais la tension monte, imperceptible, entre Rome et celui qu'elle refuse encore de prendre au sérieux. À mesure que l'armée insurgée s'étend et accumule les victoires, les discessa. Premières fissures apparaissent au sein du mouvement. Une force née dans l'urgence et rassemblant des hommes, des femmes et des enfants, issus d'origines variées, ne peut rester homogène indéfiniment. Les motivations divergent, les caractères s'entrechoquent, et Spartacus, placé au sommet de cette masse en perpétuelle agitation, se retrouve confronté à des dilemmes qu'aucune formation militaire traditionnelle n'aurait jamais connus. La révolte est devenue un véritable peuple en marche, dont les attentes grandissent à chaque bataille remportée, tandis que les pressions internes menacent de déstabiliser l'élan acquis avec tant de difficultés. Une question en particulier divise profondément les insurgés. Faut-il quitter l'Italie ou poursuivre la lutte jusqu'au cœur de la puissance romaine? Spartacus, homme pragmatique, n'a jamais rêvé d'abattre la République. Son projet initial demeure clair dans son esprit: libérer les siens, franchir les Alpes et disperser l'armée. Rebelle pour que chacun puisse retrouver une vie loin du contrôle romain. Pour lui, la victoire n'est pas un triomphe militaire éclatant, mais la possibilité concrète d'un retour à la liberté. Pourtant, beaucoup de ses compagnons ne partagent pas cette vision.
Après des années d'humiliation, de chaînes, de coups et d'exploitation, de nombreux anciens esclaves veulent la revanche. Ils refusent de s'enfuir sans avoir fait payer à Rome le prix de ces injustices. Ils veulent voir les grandes villas brûlées, les maîtres châtiés, les champs retournés contre ceux qui les possédaient. Là où Spartacus cherche une issue, eux voient une occasion unique d'inverser les rôles. Autour de cette divergence se greffent des tensions plus sourdes. Certains officiers improvisés, émergés des rangs à force de bravoure ou de loyauté, commencent à cultiver leur propre influence. La structure de l'armée rebelle, relativement fluide, laisse place à des ambitions personnelles qui ne tardent pas à s'exprimer. Des désaccords éclatent entre chefs gaulois, germains, thraces et italiques. Chacun apporte avec lui ses traditions guerrières, ses tactiques et sa conception de l'honneur. Les Gaulois et les Germains, souvent décrits comme impulsifs et avides d'affrontements directs, poussent pour des actions audacieuses, parfois téméraires. Spartacus, lui, privilégie la prudence, la mobilité, l'intelligence du terrain. Cette divergence de tempérament provoque des frictions constantes dans les conseils de guerre. Les tensions s'aggravent quand l'armée rebelle atteint un niveau de puissance jamais imaginé, des dizaines de milliers de combattants, suivis par une population entière qui dépend de la protection du groupe. La taille colossale de la masse insurgée rend les déplacements plus lents, la logistique plus compliquée et les décisions plus lourdes à prendre. Spartacus doit penser à des dizaines de variables. Sécurité des civils, approvisionnement en mise et nourriture, gestion des blessés, organisation des camps, distribution des butins, maintien de la discipline. Ce n'est plus un détachement agile et affamé, fuyant ses poursuivants. C'est une nation fragile, mouvante, difficile à coordonner, et chaque erreur pourrait se transformer en catastrophe. Dans cette complexité croissante, Spartacus se trouve régulièrement isolé, écrasado por una responsabilidad que nadie más podría cargar. Il passa des nuits entières à étudier les cartes, rudimentaires, à interroger des chasseurs locaux, à observer les reliefs depuis des collines escarpées. Rien n'est laissé au hasard, mais malgré tout, il sent que la cohésion du groupe lui échappe peu à peu. Certains de ses plus proches compagnons commencent à suivre d'autres chefs, séduits par des discours enflammés appelant à frapper Rome au cœur. D'autres redoutent que les Alpes, couvertes de neige une grande partie de l'année, ne soient jamais franchissables par une foule aussi immense. Les doutes s'infiltrent partout, même chez les plus loyaux. Les rivalités internes s'expriment parfois violemment. Des disputes dégénèrent en duels, des bandes se forment et se désagrègent, des décisions sont contestées ouvertement. Spartacus, pour éviter une fragmentation totale, doit intervenir personnellement, calmer les esprits, arbitrer des conflits, punir certains comportements et pardonner outro. Esta dual, à la fois chef et médiateur, pèse lourdement sur ses épaules. Mais il sait que sans cette cohésion minimale, l'armée rebelle ne pourrait pas survivre face aux légions qui, elles, commencent enfin à s'organiser sérieusement. L'un des dilemmes les plus marquants surgit lorsque Spartacus décide de se diriger vers le nord. Son intention est claire, franchir les Alpes, disperser l'armée et mettre fin à la guerre. Mais une partie de ses troupes refuse catégoriquement cette stratégie. Pourquoi fuir maintenant, après tant de victoires éclatantes? Pourquoi abandonner l'Italie alors que Rome est vulnérable et que ses généraux peinent à trouver une solution efficace? Certains jurent qu'ils ne quitteront jamais la péninsule sans avoir combattu les légions jusqu'au bout. Cette opposition oblige Spartacus à revoir ses plans. Il avance, puis recule, change de direction, tente de combiner prudence et fermeté. Mais chaque tentative de conciliation fragilise davantage son autorité. C'est à cette période que surgissent les premiers actes d'insubordination grave. Certains chefs prennent des initiatives dangereuses, lançant des attaques sans l'accord de Spartacus ou pillant des villages alliés à Rome de manière incontrôlée. Ces actions compromettent la réputation de l'armée rebelle et compliquent les négociations tacites que Spartacus tentait parfois d'engager avec certaines communautés locales. L'armée devient plus difficile à gérer, plus imprévisible, plus vulnérable aux infiltrations, à l'espionnage, aux trahisons. Au fond de lui, Spartacus comprend que la tempête approche, non seulement parce que Rome se prépare enfin à contre-attaquer sérieusement, mais aussi parce que ses propres forces pourraient s'effondrer avant même l'arrivée de l'ennemi. Pourtant, malgré ces tensions grandissantes, Spartacus continue d'être admiré par une grande partie de l'armée. Beaucoup voient en lui un homme guidé par des principes rares, refusant de se laisser corrompre par la puissance ou l'orgueil.
Ses discours parviennent encore à rallier les cœurs. Sa présence inspire confiance et son expérience militaire est incontestée. Mais l'harmonie fragile qui tenait ensemble cette immense multitude devient chaque jour plus difficile à maintenir. Entre les rêves de vengeance, les aspirations à la liberté, les ambitions personnelles et les peurs face à l'avenir, les insurgés avancent avec l'impression de marcher entre deux précipices. Et Spartacus, au centre de cette tourmente, sent que son destin et celui de son peuple approchent d'un tournant décisif. Lorsque Rome comprend enfin que les préteurs et les commandants ordinaires ne suffiront jamais à maîtriser la révolte, une décision radicale s'impose. Le Sénat, poussé par la panique et l'humiliation accumulée, fait appel à l'un des hommes les plus riches, les plus ambitieux et les plus impitoyables de toute la République, Marcus Licinius Crassus. Contrairement à ceux qui l'ont précédé, Crassus ne sous-estime pas Spartacus. Il voit dans cette guerre une occasion de s'élever politiquement, de prouver à Rome qu'il n'est pas seulement un financier avide, mais aussi un général capable d'écraser une menace qui réduit l'orgueil romain en poussière. Dès son arrivée, il impose une discipline absolument inflexible, une rigueur militaire qui tranche brutalement avec les hésitations et la mollesse de ses prédécesseurs. L'homme commence par restructurer entièrement les forces romaines. Il sépare les légions trop affaiblies, en reconstitue d'autres, renforce les lignes de ravitaillement, institue une chaîne de commandement plus stricte et neutralise les officiers jugés incompétents. Rien n'est laissé au hasard. Chaque camp est fortifié, chaque mouvement examiné, chaque décision pesée avec soin. Pour éviter les erreurs humaines qu'il sait fréquentes, Crassus instaure une discipline terrifiante. Les soldats qui fuient, désobéissent ou montrent le moindre signe de faiblesse sont punis de manière exemplaire. Lorsque certaines unités se replient sans ordre, il choisit la méthode la plus extrême de la tradition militaire romaine, la décimation. Un soldat sur 10 est exécuté par ses propres camarades sous les yeux de toute la légion. L'effet psychologique est immédiat. La peur brutale et glaciale se répand dans les rangs. Crassus transforme ainsi ses légions en un instrument d'une efficacité implacable. Cette montée en puissance contraste grandement avec l'état de l'armée rebelle. Spartacus, encore respecté et admiré, doit néanmoins affronter un ennemi désormais déterminé, organisé et mené par un chef dont l'ambition personnelle ne connaît aucune limite. Crassus n'est pas motivé par un sens de la justice ou de l'ordre. Ce qu'il recherche, c'est la victoire totale, et il est prêt à employer tous les moyens possibles pour y parvenir. Contrairement aux préteurs qui cherchaient à mettre fin à la révolte rapidement et sans trop d'efforts, Crassus comprend que l'armée de Spartacus ne peut être vaincue que par l'usure, la stratégie et la pression constante. Il sait que pour battre un adversaire qui excelle dans la mobilité, il faut réduire son espace de manœuvre, le priver de vivres, de routes et d'options. C'est ainsi qu'il commence son œuvre méthodique. Il repère les zones où Spartacus pourrait trouver refuge, identifie les régions qui pourraient approvisionner les rebelles et déploie ses troupes de manière à provoquer une lente étouffation stratégique. Cela ne signifie pas que les affrontements se réduisent. Au contraire, Crassus cherche l'occasion de forcer Spartacus à livrer bataille dans des conditions moins favorables. Mais il refuse de se précipiter, préférant affaiblir l'adversaire avant de frapper. Cette patience, rare parmi les commandants romains, constitue l'une de ses armes les plus redoutables. Les premiers affrontements entre les deux forces montrent immédiatement que la guerre a changé de visage. Les insurgés, habitués à prendre l'initiative, à surprendre, à dicter le rythme des opérations, se retrouvent confrontés à un ennemi qui anticipe leurs mouvements. Lors de plusieurs engagements, les rebelles parviennent encore à remporter des victoires locales, mais ces succès sont de plus en plus coûteux. Les pertes augmentent, les approvisionnements se raréfient, et surtout, l'ennemi ne semble jamais réellement affaibli. Crassus replace ses troupes rapidement, comble les brèches, évite les pièges, et ne laisse jamais une défaite momentanée se transformer en désastre. Pour Spartacus, la situation devient de plus en plus délicate. Son armée, massive et difficile à nourrir, dépend fortement du butin capturé et du soutien des populations locales. Or, cette aide se fait plus rare. Les villages ont peur des représailles de Crassus et les ressources accessibles se réduisent. De nombreux rebelles commencent à ressentir la fatigue accumulée au fil des années de marche, de combats et d'incertitudes. Là où autrefois l'énergie de la liberté naissante les portait, une lassitude profonde s'installe. Les tensions internes, déjà fortes avant l'arrivée de Crassus,
deviennent plus aigus. Certains chefs accusent Spartacus d'hésiter trop longtemps, d'autres estiment qu'il aurait dû attaquer Rome directement lorsqu'il en avait l'occasion. Ces querelles épuisent l'autorité du chef rebelle au moment où il en a le plus besoin. Crassus, informé par ses éclaireurs et par des espions infiltrés dans les régions traversées par les insurgés, exploite ces fragilités. Il multiplie les manœuvres visant à isoler Spartacus, à couper les voies principales, à forcer les rebelles à emprunter des chemins difficiles. À plusieurs reprises, il parvient à intercepter des détachements rebelles, les écrasant avant qu'ils puissent rejoindre l'armée principale. Cette stratégie vise non seulement à réduire la puissance militaire de Spartacus, mais aussi à semer la panique. Chaque groupe détruit représente des familles séparées, des alliés perdus, des rumeurs qui circulent et fragilisent le moral collectif. L'un des coups les plus symboliques de Crassus consiste à faire ériger un gigantesque système de fortifications dans le sud de l'Italie. Il fait construire une longue ligne de retranchements, de fossés et de palissades destinées à piéger Spartacus dans une péninsule sans issue. Cette muraille, improvisée, impressionne même les Romains. Plus de 60 km d'ouvrages défensifs, érigés en un temps étonnamment court. Pour les insurgés, c'est un choc. Jamais ils n'auraient imaginé qu'on irait jusqu'à enfermer une armée entière derrière des constructions colossales. Crassus révèle ainsi toute l'ampleur de sa détermination. Il ne veut pas seulement vaincre Spartacus, il veut empêcher toute fuite, tout renouveau, toute possibilité de recommencer. Il veut écraser la révolte dans son essence même. Face à cette pression croissante, Spartacus tente plusieurs percées. L'une d'elles réussit partiellement, permettant à une partie de l'armée de traverser les lignes romaines sous la couverture de la nuit et d'un assaut désespéré. Mais cette réussite, loin d'être un signe de renouveau, montre surtout à quel point les rebelles doivent désormais se battre pour le moindre espace. Les pertes qu'ils subissent sont importantes et l'énergie collective baisse. L'illusion d'invincibilité, entretenue par les triomphes passés, commence à se dissiper. Même parmi les plus fidèles, les doutes surgissent. Comment vaincre un adversaire qui semble apprendre de chaque bataille, se renforcer à chaque revers et dont la ténacité dépasse toute espérance? Les affrontements suivants se font plus sanglants, plus incertains, plus étirés dans le temps. L'armée de Spartacus recule, se regroupe, puis recule encore. Ce n'est plus la marche conquérante d'autrefois, mais la lutte d'une force harcelée, obligée de se battre pour chaque colline, chaque rivière, chaque village. Crassus, qui avait commencé la campagne avec prudence, sent que la victoire approche. Son objectif n'est plus seulement de vaincre Spartacus, mais de le briser entièrement pour montrer à Rome que son nom mérite d'être gravé parmi les grands vainqueurs de la République. Et au milieu de cette spirale descendante, Spartacus continue d'incarner l'espoir, mais cet espoir vacille désormais. Le début du déclin est là, un long glissement alimenté par la pression implacable de Crassus, la fatigue des rebelles et les divisions internes. La fin, encore invisible, se rapproche pas à pas, entraînant avec elle un mélange de bravoure, de tragédie et d'inévitabilité. La situation de Spartacus s'aggrave à mesure que l'hiver avance et que l'emprise de Crassus se resserre. Après les lourdes pertes subies lors des affrontements précédents, le chef Thrace sait que le temps joue désormais contre lui. L'armée insurgée n'est plus la force mobile, audacieuse et imprévisible qui avait terrorisé Rome 2 ans plus tôt. Elle est affaiblie, alourdie par des milliers de non-combattants, divisée entre factions rivales et constamment menacée par les légions disciplinées qui la pourchassent. Conscient de l'inéluctable, Spartacus prend alors une décision radicale. Abandonner les anciens plans d'invasion du nord ou d'un départ par mer et tenter une percée vers le sud dans l'espoir d'échapper à l'encerclement. Cette fuite n'est pas un simple retrait stratégique, c'est un pari désespéré, une course contre la montre. Les insurgés espèrent atteindre l'extrême sud de la péninsule, contourner les légions romaines et peut-être trouver un passage pour rejoindre la Sicile. La Sicile, symbole d'autres révoltes serviles victorieuses, représente pour beaucoup une terre de refuge, presque un mythe. Mais le passage maritime, déjà tenté, sans succès auparavant, demeure incertain. Les pirates ciliciens, autrefois alliés potentiels, ont rompu leurs promesses ou cédé aux pots de vin romains. Malgré cette déception, Spartacus tente une nouvelle fois de négocier secrètement avec des chefs pirates, proposant richesses et alliances en échange d'un transport vers l'île. Mais les insurgés ne peuvent compter que sur des assurances verbales et des intermédiaires douteux, tandis que Crassus avance rapidement. En chemin, Spartacus tente de maintenir l'ordre, mais les difficultés se multiplient.
La faim, le froid, les maladies et les tensions internes provoquent des heurts entre groupes d'anciens gladiateurs, esclaves ruraux et mercenaires recrutés en cours de route. Certains chefs secondaires, ambitieux ou désespérés, remettent en cause ces décisions. D'autres complotent pour se séparer du corps principal de l'armée, convaincus qu'une dispersion rendrait la poursuite plus difficile pour les Romains. Le Thrace doit à la fois combattre ses ennemis et contenir ces divisions qui menacent l'unité de la révolte. Malgré tout, plusieurs batailles éclatent lors de cette longue retraite vers le sud. Les légions de Crassus harcèlent constamment l'arrière-garde insurgée, testant leur résistance et cherchant à provoquer la panique. Les esclaves combattent avec une ténacité admirable, utilisant leur connaissance du terrain et recourant à des embuscades, mais la discipline romaine finit peu à peu par s'imposer. Chaque victoire mineure coûte cher, chaque kilomètre gagné est une épreuve, et chaque perte fragilise davantage une armée qui n'a plus la force de se renouveler. Parallèlement, l'ombre de la trahison plane. Certains éclaireurs disparaissent mystérieusement, d'autres se rendent aux Romains pour sauver leur vie en échange d'informations. Crassus, maître dans l'art d'exploiter la peur, encourage ces défections en offrant des garanties et en propageant des rumeurs de clémence. Spartacus, lui, ne peut compter que sur ses fidèles les plus proches, ceux qui l'ont suivi depuis les premiers jours de la révolte à Capoue. La loyauté de ces hommes est indéfectible, mais leur nombre ne suffit pas à compenser l'érosion progressive des effectifs et l'inquiétude croissante qui gangrène les rangs. Lorsque les insurgés approchent enfin du sud extrême de l'Italie, ils découvrent que l'espérance d'un passage vers la Sicile n'était qu'une illusion. Les pirates se sont volatilisés, les navires promis ne sont jamais arrivés. Spartacus comprend alors que la dernière issue vient de se refermer. Crassus, informé de ce mouvement, accélère la marche et ordonne une manœuvre d'encerclement. Il construit un système de retranchement et de palissades pour couper la route aux insurgés, reproduisant en partie la stratégie qu'il avait employée plus au nord pour les contenir. L'étau se referme lentement mais implacablement, comme une machine de guerre destinée à étouffer toute tentative de fuite. Face à cette situation tragique, Spartacus organise une ultime tentative de rupture. Il rassemble ses meilleurs combattants, leur explique que l'alternative est simple, mourir encerclés ou briser les lignes romaines dans un dernier assaut. Certains soldats épuisés envisagent encore une reddition, mais la majorité refuse cette idée, convaincue que Rome leur réserve un sort pire que la mort. La dignité et la liberté, même mourantes, leur semblent plus précieuses que la vie sous la chaîne. Cette dernière offensive est marquée par une intensité dramatique exceptionnelle. Les insurgés, galvanisés par Spartacus, chargent avec une furie que les Romains n'avaient plus observée depuis les premiers jours de la révolte. Le Thrace lui-même combat en première ligne, cherchant Crassus dans la mêlée, comme s'il voulait provoquer un duel qui pourrait sceller le destin de la guerre. Mais malgré leur courage, les insurgés se heurtent à des formations romaines solides, encadrées par une discipline implacable. Les pertes sont énormes. La brèche qu'espéraient les esclaves ne s'ouvre jamais totalement. Chaque tentative de franchissement est repoussée, chaque victoire locale écrasée par l'arrivée d'une nouvelle légion. À mesure que les heures passent, l'issue devient évidente. L'armée de Spartacus est condamnée. L'encerclement se resserre une dernière fois. Les survivants se regroupent en petits noyaux de résistance et la bataille se transforme en une série d'actes de bravoure désespérés. C'est l'épreuve finale, celle où les grandes révoltes trouvent leur crépuscule. Spartacus disparaît quelque part dans la mêlée, entouré de ses compagnons les plus loyaux, sans que son corps ne soit jamais retrouvé. L'aube du dernier combat se lève sous un ciel lourd, presque silencieux, comme si la campagne italienne elle-même retenait son souffle. Les insurgés, épuisés par des mois de fuite, de combats et de privations, savent que cette journée décidera de leur destin. La retraite vers le sud a échoué, la Sicile est inaccessible, les pirates se sont dérobés, et Crassus, implacable, a achevé son encerclement. Spartacus, conscient que la fuite n'est plus possible, prépare ses hommes à un dernier affrontement. Il ne promet ni miracle ni survie, seulement l'honneur de mourir libre, armes à la main, face à l'ennemi qu'ils ont défié pendant près de 2 ans. Avant la bataille, selon certains récits antiques, Spartacus aurait sacrifié son cheval, déclarant qu'il ne monterait plus jamais dessus, à moins de vaincre les Romains. Un geste symbolique, destiné à signifier qu'il n'avait plus l'intention de fuir. Ce rite, réel ou légendaire, résume parfaitement l'atmosphère de ce moment. Une détermination farouche, mêlée de résignation
et d'un courage presque surnaturel. Les insurgés se rangent en formation, vieillards, femmes, anciens gladiateurs, esclaves de toutes origines, mercenaires, bergers armés, tous unis dans une dernière fraternité née de la souffrance et du rêve de liberté. Crassus déploie ses légions avec une méthodologie froide. Les soldats romains, mieux équipés, mieux nourris, numériquement supérieurs, forment un dispositif destiné à écraser toute tentative de percée. Ils savent que cette bataille ne doit offrir aucune échappatoire aux rebelles. Les tambours résonnent, les étendards s'élèvent, et les premières lignes avancent de manière disciplinée. À cet instant, l'asymétrie entre les deux forces est flagrante. D'un côté, l'ordre de Rome, de l'autre, le chaos héroïque d'une armée épuisée. Lorsque le choc survient, il est d'une violence extrême. Spartacus mène personnellement la charge, accompagné de ses fidèles compagnons thraces, gaulois et germains. Il vise un objectif clair, atteindre Crassus, ou du moins briser le cœur du dispositif romain pour offrir une maigre chance de fuite à ses hommes. Le combat devient rapidement un corps-à-corps brutal, où les insurgés déploient une énergie presque désespérée. Ils savent qu'ils ne verront jamais la nuit. Selon les sources, Spartacus parvient à progresser au cœur des lignes ennemies, combattant avec une rage qui stupéfie même les vétérans romains. La légende raconte qu'il abat plusieurs centurions, fend les rangs, puis se retrouve encerclé par un groupe de soldats d'élite. Blessé à la cuisse et au bras, il continue d'avancer, frappant, trébuchant, se relevant encore. Son objectif demeure le même, atteindre le général romain comme si sa mort pouvait, par un acte de défi ultime, renverser le destin. Mais la supériorité numérique finit par l'emporter. Les légionnaires resserrent l'étau autour de lui. Spartacus, isolé de ses hommes, se bat dos à dos avec ses derniers compagnons. L'un après l'autre, ils tombent. Le chef thrace succombe à son tour, entouré d'un amoncellement d'ennemis morts, sans jamais avoir reculé. Son corps n'est pas retrouvé, soit parce qu'il disparaît dans la mêlée, soit parce que Crassus refuse de confirmer sa mort en montrant un cadavre introuvable. Ce mystère contribue à forger la légende. Spartacus ne meurt pas. Il se dissout dans la bataille, emportant avec lui la dernière étincelle d'un rêve impossible. Une fois le chef tombé, la résistance s'effondre. La bataille tourne au massacre. Les insurgés, encerclés, sont exterminés presque jusqu'au dernier. Quelques groupes tentent de fuir vers les collines, mais les cavaliers romains les pourchassent. Les plaines se couvrent de cadavres, le sang des esclaves se mêle à la poussière et à la boue. Ce n'est plus une bataille, c'est une liquidation. Mais l'horreur ne s'arrête pas au champ de bataille. Crassus, soucieux d'envoyer un message clair à toute la péninsule, ordonne que les prisonniers, environ 6000 selon les auteurs anciens, soient crucifiés le long de la Via Appia entre Capoue et Rome. Cette route, l'une des plus importantes de l'Italie, devient un corridor macabre. À intervalles réguliers, une croix, un corps, un avertissement silencieux mais terrifiant. Aucun des crucifiés n'est épargné. Aucun n'est retiré avant d'avoir succombé à la torture. La Via Appia se transforme en un monument de terreur destiné à dissuader toute révolte future. L'effet psychologique sur la population est immense. Les esclaves, terrifiés, se soumettent davantage encore à leurs maîtres. Les propriétaires terriens, rassurés, voient dans Crassus un sauveur de la République. À Rome, la victoire est célébrée, mais avec une nuance. Si Crassus se vante d'avoir écrasé la rébellion, la gloire politique de cet événement reste disputée, notamment par Pompée, qui capture les derniers fuyards et revendique une part du triomphe. Cette concurrence politique inaugure une rivalité durable entre les deux hommes, rivalité qui ouvrira plus tard la voie à un certain Jules César. Pour la République elle-même, les conséquences sont profondes. La révolte de Spartacus révèle la fragilité interne d'un système reposant massivement sur l'esclavage. Elle montre que des dizaines de milliers d'individus, privés de droits, de nom et d'avenir, sont capables de bouleverser l'ordre établi lorsque les conditions sont réunies. Rome écrase la rébellion, mais la peur demeure. D'autres soulèvements pourraient surgir. La politique romaine envers les esclaves devient plus prudente, parfois plus brutale selon les régions. Les élites comprennent que la stabilité du système dépend à la fois de la répression et du contrôle strict des populations serviles. Ainsi s'achève la grande épopée de Spartacus, dans le sang, dans la tragédie, mais aussi dans la naissance d'une légende. Un homme sans nom, sans patrie, esclave parmi les esclaves, parvient à devenir le symbole universel de la liberté et de la résistance. Sa mort, loin d'éteindre son souvenir, le transforme en mythe.
Les Romains l'ont tué, mais l'histoire, elle, ne l'a jamais oublié. Après l'écrasement brutal de la révolte et la mort héroïque de Spartacus, l'histoire semble d'abord se refermer sur un silence imposé. Rome, soulagée par la victoire, n'a aucun intérêt à glorifier celui qu'elle considère comme un criminel, un esclave rebelle, un danger pour l'ordre établi. Les auteurs antiques, souvent liés à l'élite ou à l'armée, ne voient en lui qu'un adversaire talentueux, certes digne, d'être reconnu pour sa bravoure, mais surtout un exemple à ne pas imiter. Pourtant, derrière leur prudence, transparaît parfois une étrange admiration. Un Thrace, privé de tout, avait réussi à faire vaciller la puissance romaine. Et c'est précisément dans cette fissure discrète que naît la possibilité d'un mythe. Pendant des siècles, l'épisode de la révolte des esclaves survit modestement dans les chroniques, parfois résumé en quelques lignes, parfois mentionné comme une curiosité historique. Mais à mesure que le temps passe, la figure de Spartacus commence à se transformer, absorbée par les préoccupations morales, philosophiques et politiques des époques successives. Le Thrace n'est plus seulement un gladiateur rebelle, il devient peu à peu un miroir dans lequel chaque société projette ses propres luttes. Au Moyen-Âge, sa mémoire est quasiment effacée. L'Europe, dominée par la féodalité et les structures chrétiennes, se soucie peu d'un esclave païen qui osa défier l'ordre établi. Cependant, à la Renaissance, alors que les humanistes redécouvrent les textes antiques, Spartacus refait surface. Il intéresse d'abord les érudits comme un exemple de courage individuel, une sorte de héros tragique malgré lui. Les penseurs admirent sa ténacité, mais évitent encore de glorifier son défi contre Rome. L'image demeure prudente, presque neutre. Il faut attendre les Lumières pour que la figure de Spartacus commence à changer profondément. Dans l'Europe du XVIIIe siècle, où les idées de liberté, de droits universels et d'égalité prennent de l'ampleur, l'histoire du gladiateur résonne soudain d'une manière nouvelle. Il devient un symbole de résistance contre toutes les formes de tyrannie. Des philosophes voient en lui un ancêtre idéologique, un homme ayant osé lutter contre un système injuste. La révolte des esclaves, autrefois reléguée aux marges de l'histoire, devient un épisode fondateur, celui d'un peuple opprimé qui ose rêver de liberté collective. La transformation commence pour de bon. Au XIXe siècle, cette métamorphose s'accélère. Les luttes sociales, les révolutions et les aspirations démocratiques propulsent Spartacus au rang de figure universelle. Les écrivains romantiques en font un héros tragique doté de grandeur morale. Les socialistes y voient un précurseur des mouvements populaires contre l'exploitation. Karl Marx le cite comme un modèle de courage révolutionnaire. Engels, admiratif, considère Spartacus comme le plus noble représentant des classes opprimées de l'Antiquité. Son nom devient un étendard. Des associations ouvrières, des mouvements radicaux, des cercles intellectuels adoptent son image ou son nom, convaincus que son combat reflète les souffrances et les aspirations des travailleurs modernes. Cette appropriation politique s'étend dans toute l'Europe. Pendant la Première Guerre mondiale, un groupe révolutionnaire allemand adopte le nom de Ligue spartakiste, dirigé notamment par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. Leur choix n'est pas anodin. Ils voient dans Spartacus le symbole parfait d'une insurrection populaire contre l'oppression économique et militaire. Même si leur révolte est écrasée en 1919, le nom reste associé à la lutte contre l'autoritarisme. Spartacus devient, plus que jamais, un drapeau. Au XXe siècle, l'essor du cinéma donne une nouvelle dimension au mythe. À Hollywood comme en Europe, son histoire fascine. Le film Spartacus de 1960, réalisé par Stanley Kubrick et porté par l'interprétation intense de Kirk Douglas, façonne pour des millions de spectateurs l'image que nous avons aujourd'hui du gladiateur. Le film n'est pas seulement un récit historique, c'est une déclaration politique tournée pendant l'époque du macartisme, avec un scénario écrit par Dalton Trumbo, l'un des auteurs mis sur liste noire pour ses positions progressistes. La célèbre scène « I'm Spartacus » devient un cri collectif, un acte de solidarité face à la persécution et un symbole de défi contre l'oppression. Grâce à ce film, Spartacus acquiert une aura mondiale et entre définitivement dans la culture populaire. Mais le cinéma n'est pas son seul terrain d'expression. On le retrouve dans les romans, les bandes dessinées, le théâtre, et plus récemment dans les séries télévisées qui réinterprètent sa vie avec une esthétique moderne, mettant en avant son humanité, ses faiblesses, son sens de la justice et sa férocité au combat. Ces œuvres, qu'elles soient fidèles ou non à l'histoire,
participent à amplifier son image. Spartacus n'est plus seulement un personnage du passé, mais un symbole intemporel qui continue de parler aux générations contemporaines. Cette universalité explique pourquoi son nom s'est imposé dans les mouvements sociaux du monde entier. Pour certains, il incarne la lutte contre l'oppression politique. Pour d'autres, il représente la résistance à l'exploitation économique. Pour d'autres encore, il symbolise simplement le droit de tout être humain à vivre libre. Peu importe les cultures ou les systèmes, Spartacus traverse les frontières parce qu'il incarne une aspiration profondément humaine, refuser de vivre à genoux. Ce qui est remarquable, c'est que la figure historique, le Spartacus réel, le Thrace capturé, l'esclave devenu général, se confond aujourd'hui avec le Spartacus mythique. La réalité et la fiction se mélangent, mais sans nuire à la force du symbole. Au contraire, cette fusion nourrit un récit plus grand que nature, un récit où un homme isolé devient le porte-voix de tous ceux qui se sont sentis un jour écrasés par une autorité injuste. Le mythe ne remplace pas l'histoire, il l'élève, lui donne une résonance nouvelle. Ainsi, plus de 2000 ans après sa mort, Spartacus reste vivant. Son nom continue de vibrer, d'inspirer, de rassembler. Qu'il soit évoqué dans des discours politiques, dans des films épiques, dans des débats philosophiques ou dans des manifestations, il demeure associé à une idée simple mais puissante. La liberté vaut plus que la vie. Et tant que cette idée survivra, le mythe de Spartacus ne s'éteindra jamais.